Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film américain majeur des années 70 et de son metteur en scène Francis Ford Coppola, pour lequel d'ailleurs il a eu une Palme d'Or, et qui est sorti il y a 50 ans, 1974, pour The Conversation, ou en version française, Conversation secrète, avec au casting dans le rôle principal un extraordinaire Gene Hackman, peut-être son plus grand rôle. À ses côtés, nous avons le regretté John Cazale, qui a beaucoup joué avec Coppola, forcément. Allen Garfield, Frederick Forrest, aussi un habitué du cinéma de ce grand metteur en scène qu'on retrouvera bientôt, si tout va bien, avec Megatropolis. Citons aussi la présence de Cindy Williams, Terry Garr, et alors un tout jeune Harrison Ford, qui devait avoir un plus petit rôle que cela, mais qui déjà captait quelque chose à l'écran. Voilà. Et puis, apparition, caméo non crédité de Robert Duvall dans un rôle que je spécifierai peut-être à la fin dans une mini-zone spoiler. Et donc ici, nous avons un film qui se déroule probablement dans les années 70, et qui va suivre Harry Cole, qui est un espion, si on veut, spécialiste de la filature, mais qui est tout seul, assez sombre, secret, et qui essaye de percer les secrets des gens en les mettant sur écoute. Là, il a une mission qui lui est confiée, c'est-à-dire mettre sur écoute avec son équipe un couple comme cela, voilà, parce qu'un client secret, visiblement venu du privé, a envie d'en savoir plus. Et forcément, ça lui monte à la tête, il en devient même presque parano, parce que en écoutant certaines choses, bribes comme cela, après coup, parce que le film nous montre aussi un petit peu le montage, la réécoute, comme un metteur en scène ou un monteur qui fera un travail avant donc de finaliser un film, c'est intéressant ça. Eh bien, il entend des choses comme quoi il pourrait être menacé de mort éventuellement, et donc il va être pris d'une forme de culpabilité qui sûrement fait rejaillir certaines choses de son passé, mais alors ça restera assez vague sur ce point. Et il va peut-être essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas responsable indirectement d'un meurtre à cause donc de ses écoutes. Mais il va un petit peu sombrer aussi. Parce que c'est surtout un thriller psychologique, certes centré sur quelque chose de mystérieux autour de ses écoutes, mais avant tout sur un être humain dont on sait très peu de choses, qui lui-même révèle très peu sur lui et autour de lui, et qui joue du saxophone. Ça c'est hyper important, j'y reviendrai sur la fin. Et donc on travaille sur le son aussi, mais autre, et qui va sombrer petit à petit par rapport à un traumatisme certainement passé, mais aussi par rapport à tout cela. Un travail qui déshumanise un petit peu, donc quelque part quête de rédemption humanitaire aussi, sachant que c'est quelqu'un de très croyant, catholique, pas protestant à l'américaine. Là on voit aussi le décalage par rapport à une société qui perd de plus en plus une forme de respect des gens, dans le sens où la vie privée commence à ne plus exister avec ces nouvelles technologies. Et alors, tour de force extraordinaire, mais c'est un magnifique hasard, c'est que ce film sort en 1974, en plein scandale Watergate, mais que le projet date en gros de 66. Il a mis du temps à le mettre en place, Coppola, puisque il attendait les financements, machin. Bon, il y a eu le parrain, donc ça lui a permis certaines libertés. Et incroyable, mais vrai, c'est pas un film politique anti-Nixon sur le papier. Mais ça y ressemble quand même, parce que Coppola voyait déjà très clair dans cette société-là. Il y avait quelques conversations sur les nouvelles technologies d'espionnage, etc., etc. Et c'était déjà dans l'air. Et donc c'est presque évident que ça colle avec l'actualité et l'aspect politique américain. Donc le film a fasciné beaucoup de gens. Mais évidemment, il est dans la droite lignée, ce métrage des Fenêtres sur cour, Hitchcock, qui fêtera d'ailleurs ses 70 ans cette année, et dont je parlerai très certainement à l'occasion. Et le fameux blow-up d'Antonioni, on est là-dedans, c'est la parenté. Ensuite, il y aura le blow-out de De Palma, pour ne citer que celui-ci. Et bien sûr, on sent quand même que De Palma, vers la fin notamment, s'est inspiré de Conversations secrètes également. Et donc cet aspect où les choses changent, le monde évolue, Hollywood évolue, c'est dans le nouvel Hollywood là, il y a une idée de nouvel Hollywood là, parce qu'on questionne les libertés, on essaye de montrer que attention, nos libertés ne sont plus très acquises. Il y a quelque chose quand même, il y a un acte politique derrière, même si le film ne l'est pas. L'art étant de facto un peu politique, là on parle aussi sur l'individu, quelle est la place de celui-ci dans la société s'il ne peut plus avoir de vie privée et de secret. Et alors, après, Coppola déroule un métrage exceptionnel où il ne faut pas chercher, on va dire,
des rebondissements scénaristiques, même s'il y en a un à la fin, hein, je l'exploiterai vite fait, mais il est très... il est secondaire dans le sens, c'est là où on voit comment on interprète des sons aussi, c'est passionnant sur ce point, mais c'est surtout quelque chose qui va nous plonger dans la mélancolie, dans la solitude de cet être, et dans ce crescendo qui va le mener à la lisière de la folie, parce qu'il ne sait plus trop qui il est, où il est en fait, et pourquoi il fait cela, quelle est sa place dans ce monde qui évolue, qui change, lui-même ayant vécu certaines choses avant, dont on ne saura pratiquement rien en fait. C'est ça qui est encore plus fort. Et là-dessus, Coppola, il joue sur une mise en scène assez posée, et on est vraiment aux antipodes sur le plan narratif épique d'un parrain, mais c'est pas si différent que cela sur certains plans non plus, et sur cette idée de la place du privé dans quelque chose qui peut dépasser justement. Alors, on n'est pas dans le monde des gangsters, etc., où après tu dois te retrouver avec toi-même et les tiens, mais là, quand même, une mission assez dure, mais quelle est sa place? Il a une petite amie, le personnage. Il va même voir une prostituée à un moment, il se confie presque trop ou pas, et il y a des choses qui sont très étonnantes là-dessus. Même sur le rôle de la prostituée, là, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Est-ce qu'elle est très touchée par ce qu'il dit, ou est-ce qu'elle est là parce que on l'a mise là? Voilà, et c'est vraiment un des meilleurs Coppola, parce que la première fois que je l'avais vu, j'avais été bluffé. Le revoir, c'est presque encore mieux, parce que surtout quand, entre-temps, tu as découvert Blow Up de Antonioni, bien sûr, tu vois les liens qui se tissent, sur pas la recherche de l'image manquante, mais l'exploitation d'un son, et voir ce que ça peut engendrer, comment on l'interprète, et les conséquences derrière, et aussi les répercussions sur la psychologie d'un homme. Gene Hackman, remarquable, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que Coppola le scanne beaucoup avec sa caméra. Souvent, on le voit fixe, et hop, ça passe là, à droite, à gauche. Ça sera le plan final, d'ailleurs. Il est seul, isolé, mais hop, comme ça. C'est comme ça qu'on le montre dans son appartement, assez dénué de tout esbrouf, d'ailleurs, hein, tout cela. Et c'est ainsi que la scène d'introduction aussi un petit peu nous le traque. Parce que dès le début, tout est là. Et ça, c'est génial. J'adore ces expositions qui plantent le décor et qui exploitent totalement ce que le film va faire derrière. Puisqu'on met le spectateur en mode voyeur. Là, on est dans Fenêtre sur cour. On est très loin en plan contre-plongée comme cela. Et puis on va se rapprocher. Sur une sorte de placette où il y a un petit spectacle de mime et de musique. On a déjà le saxophone et le jazz qui est là. On voit ce couple, on voit un mime qui suit et tout, c'est intéressant d'ailleurs, cette idée-là, je trouve. Quelqu'un de mutique qui ne dit rien, mais qui suit comme cela, c'est un petit peu la société américaine, ou privée peut-être, parce que là, c'est plutôt un privé qui va engager notre personnage Harry Cole. Et donc on traque le couple, mais on traque aussi Harry Cole. On le voit, et la caméra le suit, donc techniquement Coppola, lui, va espionner ce personnage et essayer de nous délivrer ou non ses secrets, tandis que lui et son équipe essaye d'espionner et de trouver les secrets de ce couple qui parle. Voilà. Avec le jeu sur le son direct, on voit que c'est une écoute au loin, donc on n'entend pas tout, il y a l'ambiance, il y a la musique autour, les gens qui passent, et ça c'est très fort. Voilà. C'est vraiment une introduction extraordinaire, et derrière, après on est plongé dans les méandres. On pourrait y trouver des longueurs dans ce film, notamment sur cette soirée post-congrès de surveillance, on voit toutes les technologies extraordinaires. Et d'ailleurs, avec cela, Coppola, en prenant le nouvel Hollywood, il tue indirectement une idée de film noir à l'ancienne, film d'espionnage à l'ancienne, où un espion, avec sa technique et tout, d'infiltration, va tout voir, va lui-même devoir trouver les choses. Là, non, maintenant, il suffit de mettre sur écoute avec des mouchards. Limite, les hommes ne servent presque plus à rien. C'est très intéressant, ça. Comment on déconstruit un vieil Hollywood, quelque part. Et c'est pour ça que l'utilisation du jazz est très intéressante aussi, un jazz mélancolique qui montre qu'il y a une époque qui est révolue. Et donc, ouais, toute cette technologie-là est derrière, voilà, celui qui est joué par Allen Garfield, là, le concurrent, on va dire, de Harry Cole, qui se vante d'avoir trouvé un nouveau mouchard. Alors, il se fait avoir 2 fois en quelques heures, là, après cette soirée. Ça montre déjà qu'il ne maîtrise plus rien. Il ne maîtrise plus son métier, sa mission, et le son non plus, puisque ce qu'il va croire entendre n'est pas vraiment ce qu'il croirait. Et derrière, il va essayer donc d'aller plus loin. Et là, je vais rentrer dans une zone spoiler, si vous n'avez pas vu le film quand même, parce que la finalité est très intéressante. Il va rencontrer plusieurs fois un représentant du client, pas le client directement, le client on le verra à la fin, c'est Robert Duvall, qui finira mort d'ailleurs, justement parce qu'il y a un twist, petit twist qui... voilà, dans le sens où il va essayer d'empêcher le meurtre, Harry Cole, et il va louer cet hôtel, enfin une chambre dans cet hôtel à côté,
Là, on est presque dans le Watergate indirectement, parce que ça se passe dans un hôtel, bon, ouais. Mais bon. Il va essayer donc de voir peut-être si ce couple va être tué ou non. Et il a des visions, il en devient parano. On ne sait pas ce qui est vrai ou non de son point de vue, parce que là, on épouse son point de vue après avoir été voyeur. Plusieurs fois, on est dans son point de vue, même dans ses cauchemars un peu brumeux. Là, ouais, le jazz est là un petit peu aussi, hein, évidemment, pour cela. Mais il y a quelque chose à la fin où voilà, il voit du sang, il y a... pense voir un meurtre sur une baie vitrée. Là, tu penses déjà au cinéma de De Palma. Je pense que De Palma a vu ce film, c'est sûr, pour ensuite faire des Pulsions ou Body Double, pour ne citer que cela, bien sûr. Et Blowout, bien sûr, aussi, évidemment. Et là, c'est vraiment très marquant, vraiment, ce qui se passe. Parce que il s'écroule, et en fait, il se rend compte qu'il a mal interprété le son, là. Il nous tuerait s'il en avait l'occasion. En fait, le couple qui parle, il pensait pas être tué, mais il pensait prendre les devants et tuer le directeur pour empêcher. C'est une histoire d'amant, tout bête, hein, c'est vraiment un truc de vie privée basique et tout, de vengeance, d'amant, maîtresse. Là-dessus, c'est vraiment incroyable, parce que c'est pas du tout à dimension hautement politique. De Palma remettra la dimension politique dans Blowout, si vous voulez, parce qu'on avance, c'est prêt, hein, forcément, on s'en sert. Mais là, c'est fort, quoi. Et donc, à la fin, alors que, voilà, il met le nez dedans, il récupère l'argent, on apprend donc que le directeur est mort, tout cela, dans un body bag, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et il apprend qu'il est sur écoute, donc il doit ne rien dire à Harry Cole. Il est surveillé. Et il pète un plomb, il détruit tout dans son appartement. Là, il devient presque un personnage à la Edgar Allan Poe, où sa parano prend le dessus, il casse tout. Je vous renvoie à la nouvelle de Telltale Heart, Le cœur révélateur. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais à l'idée, à la fin, c'est ça, il ne maîtrise plus rien. Il va même casser sa statue de Sainte Vierge, parce qu'il perd la foi, au final, derrière. Et alors, magnifique plan final, où il est balayé comme ça dans les décombres, et il joue au saxophone. Il refuse de détruire le saxophone, ce serait amusant, en fait, que le mouchard soit là-dedans, ou qu'il n'y ait pas de mouchard du tout, qu'il soit écouté de loin, en fait. Voilà, on ne saura jamais. Comme on ne sait jamais vraiment ce qu'il a mis dans cet état avant. Vraiment, un film qui reste mystérieux, j'aime beaucoup ça. Et il joue ce saxophone. La finalité est très intéressante. Voilà. Il se case dans cette mélancolie à l'ancienne, et la seule chose qu'il maîtrise au niveau du son, c'est le son qu'il produit à travers la musique. Parce que le son qu'il écoute et tout, on voit que finalement, toutes les interprétations sont possibles, et que ça peut créer des choses pour celui qui écoute, ou ceux qui sont écoutés d'ailleurs. Donc très très fort cette fin, moi, je trouve. Et oui, un aspect quand même, il y a une dimension politique sur comment la personne subit ces nouvelles technologies de toute façon. Il était fasciné par cela, Coppola, mais dans le cinéma de Coppola, il y a toujours l'aspect psychologique, vie privée de ces personnages dans quelque chose de plus grand, que ce soit la mafia, le Vietnam, mais il en revient souvent et toujours pratiquement dans son cinéma à l'intime, quoi qu'il arrive, Coppola. Donc finalement, ce film est très coppolesque, bien sûr. Assez nixonien aussi, mais de façon indirecte, c'est l'époque qui veut cela, c'est les États-Unis des années 1970 de toute façon. Voilà, je ferme ici la zone spoiler. Conversation secrète reste, pour moi, un des meilleurs Francis Ford Coppola, dont on ne parle pas suffisamment, donc là je le remets en avant, hein, mais bon, d'autres l'ont fait avant moi, évidemment, beaucoup d'articles, le podcast que vous pouvez écouter à droite à gauche, j'imagine, ou autres vidéos YouTube, mais j'ai donné mon point de vue, mon humble analyse comme cela, à chaud. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, que j'ai eu grand plaisir à revoir et à resituer un petit peu dans le cinéma hollywoodien ou non, d'ailleurs. Et je vous attends au tournant. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!